soir, on a un sujet un peu, un peu compliqué parce que la sécurité du bâti, ça fait toujours un peu peur. Et on se demande, bien sûr, avant tout, comment on peut prévenir les risques, quels sont ces risques, et toujours un peu aussi comment partager les responsabilités quand il y a des difficultés par la suite. Alors, on verra ensemble de quoi il s'agit exactement, mais dans un premier temps, je vais quand même dire un petit mot sur chacun et ensuite je reviendrai sur mon introduction. Alors, donc moi-même, Isabelle Dahan, fondatrice et journaliste, bien sûr pour le média que vous connaissez, monimmeuble.com, qui est bien sûr spécialisé dans l'immobilier et le droit de la copropriété, le marché de la copropriété en général, avec comme lecteurs des particuliers copropriétaires, mais également les acteurs de l'immobilier, tous les professionnels de ce secteur. Gladys, que vous avez entreaperçu tout à l'heure, donc qui est à mes côtés et qui s'occupe du marketing et qui est en relation avec les clients, les partenaires également, donc qui va aussi pouvoir répondre à vos questions dans le chat, en tout cas ceux qui concernent, on va dire, l'avis du site monimmeuble.com et les relations avec nos abonnements. Éric Laurent. Alors, Éric Laurent est un partenaire, il est chef de marché copropriété chez GRDF, il est déjà intervenu à plusieurs reprises dans les pages de monimmeuble.com, que ce soit pour des articles, pour répondre à vos questions, pour répondre aussi à nos questions lors d'interviews et on le rencontre régulièrement sur les salons et on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas sur le salon de la copropriété et d'autres manifestations, je pense notamment au congrès de la FNIM il y a quelques mois. Seignan Marouya, donc il est également partenaire de mon immeuble, il est responsable développement Paris-Île-de-France chez Uretech. Donc là, c'est une société que l'on connaît bien également et qui a développé des procédés très innovants en matière de consolidation des sols. Et c'est d'ailleurs un risque également en copropriété, puisque bon, il peut apparaître certaines fissures, il peut y avoir des affaissements, il peut se passer des choses, et on va voir avec ces noms, justement, comment peut-être repérer les premiers signes d'une défaillance et voir comment on peut y remédier, quelles sont les solutions pour faire en sorte que les sols soient à nouveau solides et consolidés. Avec Mathieu Capron, chargé de mission chez Défi Feu, donc on a recherché là l'expert qui connaît parfaitement tout ce qui est le dispositif, on va dire, de sécurité incendie et notamment en copropriété. Donc, c'est très intéressant puisqu'on on a plein de questions aussi à lui poser sur les normes, la réglementation, les moyens pour lutter contre les incendies et un certain nombre aussi peut-être de moyens, en tout cas de contrats de maintenance que l'on peut mettre en place pour éviter les risques incendies en copropriété. Et il y en a de temps en temps, on entend parler de ça aux informations et ça fait mal au cœur. Voilà, donc bien sûr, la sécurité dans le bâti, c'est essentiel. Ça, on imagine pourquoi. Parce qu'il y a des occupants, parce qu'il y a des résidents, parce qu'il y a des gens qui habitent dans les immeubles. Il y a aussi des copropriétés mitoyennes. Il y a aussi un quartier. Il y a aussi de la vie dans le quartier. Et donc, tout ce qui se passe a des retentissements sur nous tous. Donc, la sécurité d'un bâtiment, bien sûr, c'est aussi une opération complexe parce que un bâtiment, il y a des coins et des recoins, il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas, des choses qui sont enterrées dans le sol aussi, et des canalisations, des conduits, des choses dans tous les sens. Et voilà, donc c'est beaucoup de choses à vérifier, peut-être des diagnostics aussi à mettre en place, peut-être des conseils à donner.
pour bien connaître les risques encourus et mettre en place les dispositifs qui sont souvent, bien sûr, des dispositifs obligatoires. Alors, les nouvelles obligations législatives et réglementaires, bon, bien sûr, il y a parfois des changements, il y a des évolutions aussi dans la réglementation, et souvent, c'est lié aux faits divers ou à l'actualité qui renforce donc la sécurité quand on estime qu'il y a peut-être parfois un peu de laisser-aller. Ce n'est pas forcément du laisser-aller, mais peut-être certains risques qui ne sont pas suffisamment considérés et traités. Voilà, donc on a bien sûr, on a évoqué les risques incendies, mais il y a aussi les risques d'explosion, les risques d'affaissement. Beaucoup d'autres risques peut-être, mais bon, il y a aussi les risques qui sont liés aux catastrophes naturelles. Donc ça, on va peut-être pas évoquer ça aujourd'hui, mais c'est vrai que bon, on ne maîtrise pas tout non plus, hein. Même si on a mis en place tous les dispositifs, les meilleurs dispositifs pour éviter tous les risques, parfois, il y a des choses qui nous échappent et des conditions météorologiques ou autres qui font que bon, on a quand même des sinistres et des problèmes qui sont provoqués dans les copropriétés liées à ces sinistres. Donc, on va commencer par toi, Eric, si tu le veux bien. Allez, hein, c'est moi. Voilà. Voilà, c'est bien toi. Donc, si tu veux bien te présenter, bien sûr, parce que bon, j'ai fait une petite introduction, mais très, très, très rapide. Si tu veux bien te présenter en quelques mots et peut-être répondre à une première question, alors un peu générale pour le coup, puisque tu représentes un petit peu ce soir les solutions gaz, les réseaux gaz qui alimentent les chaufferies et l'eau sanitaire et compagnie. Peut-être la première question, une fois que tu te seras présenté, bien sûr, la première question que je pose à tous nos intervenants, c'est en matière de gaz, est-ce qu'on peut avoir quelques risques à prendre en compte dans les immeubles en copropriété? Voilà, tu vois, c'est une grande question un peu générale et on reviendra après dans le vif du sujet. Bonjour à tout le monde et puis une excellente année à tous, hein. On est encore au mois de janvier. Donc pour me présenter, Éric Laurent, je suis chef de marché copropriété chez GRDF. Je fais juste une petite parenthèse pour rappeler qui est GRDF, hein. GRDF, c'est le principal distributeur de gaz en France qui exploite le réseau de gaz pour le compte des collectivités. GRDF assure la maintenance de ce réseau, le raccordement des nouveaux clients, ou bien encore les nouveaux moyens de production, comme le gaz renouvelable. Vous avez un joli méthaniseur derrière moi. Et nous accompagnons les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique, notamment les conversions du fioul vers le gaz, ou bien le remplacement des chaudières individuelles. Mais nous en reparlerons un petit peu plus tard. Et j'en profite juste pour rappeler que nous agissons dans le cadre d'une mission de service public et que nous ne vendons pas d'énergie et que nous n'installons pas de moyens de production de chauffage. Je suis ravi de participer à ce rendez-vous copro sur la sécurité, Isabelle, parce que la sécurité, c'est au cœur même des préoccupations de GRDF, puisque GRDF consacre plus d'1 million d'euros par jour pour assurer la sécurité du plus grand réseau de distribution de gaz en Europe. Et donc, c'est vraiment un sujet du quotidien pour les équipes de GRDF sur le terrain. Alors, il n'y a pas... pour répondre à ta question un peu générale, peut-être, qui nécessitera peut-être de rentrer un petit peu plus dans le détail, je dirais qu'il n'y a pas plus de risques que ça sur les solutions gaz en copropriété. Il y a un certain nombre de choses à savoir, des responsabilités, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en évoquer quelques-unes ce soir. Oui, parce que bon, je te pose la question sur le gaz, puisqu'on n'a pas de représentant pour l'électricité, donc mais la question était la même. Voilà, on n'aurait pas fait de différence, bien entendu. Merci Eric. Donc, tu auras bien plein d'autres choses à nous préciser par la suite et d'autres questions pour toi. Alors, c'est Nan qui attend aussi de pouvoir se présenter. Bon, alors, pareil, une petite présentation de la société Euretech et puis une question aussi, puisque là, on est sur un autre risque
pour les copropriétés, c'est peut-être que le sol s'affaisse ou qu'il y ait un sol qui rencontre des difficultés pour X raisons ou peut-être simplement qu'on voit, voilà, on verra peut-être comment dire, des fissures ou des choses qui vont apparaître et on ne sait pas exactement quel est le problème. Donc quels sont également les risques qu'on pourrait avoir par rapport à voilà, ce type de configuration et au niveau là, des fondations. Très bien. Tout d'abord, bonsoir à tous. Donc, comme Eric également, je vous souhaite avant tout une bonne année, meilleurs vœux, et puis surtout que la santé vous préserve chacun, parce que bon, c'est quand même l'essentiel en ce moment. Et donc, pour faire un petit complément à l'introduction que tu as faite, je dirais que moi, je suis à la stade du développement sur la région Paris-Île-de-France. Donc, je travaille essentiellement pour ce qui est de Paris avec les copropriétés. Donc, nous, Uretech, en fait, on est une société de travaux qui a innové il y a maintenant plus de 30 ans et 25 ans, en fait, en France, une solution de confortement des ouvrages qui sont des solutions traditionnelles, ce qu'on appelle les reprises en sous-œuvre, avec en fait une méthode d'injection de résine expansive qui permet en fait d'améliorer les caractéristiques du sol. Et pour rebondir sur ce que tu disais justement voilà, sur les problématiques et les risques qui sont souvent la conséquence des défauts de sol ou tout au moins les pertes de portance, donc qui sont, alors, pour les cas les plus light, on va dire, c'est de simples petites fissures, de légers affaissements, qui peuvent aller jusqu'à des fissures plus importantes, voire des lézardes, des basculements, et puis malheureusement que dans les cas les plus graves, comme parfois on le voit dans l'actualité, jusqu'à des effondrements. Voilà, donc quand on parle de risque, oui, c'est bien entendu un risque sur le bâti et sur la structure, et qui, comme tu l'as bien précisé, Isabelle, voilà, sont souvent liés à des problématiques, comme tu l'as abordé, de réseau. Si on prend, essentiellement, il n'y a pas que Paris, mais c'est vrai que voilà, si on prend Paris, la région parisienne, tous les ouvrages sont quand même bâtis sur de grosses zones d'ancienne exploitation de carrière, qui fait que ce sont des sols, des sols de remblai anthropiques qui ont été mis. Quand on connaît l'âge de ces bâtiments et puis souvent l'état de vétusté des réseaux, on comprend souvent pourquoi on va dire que plus de 75 voire 80% des problématiques de sol ne sont pas, comme tu as pu en parler, souvent liées à des problématiques de risques naturels ou des catastrophes naturelles, mais souvent voilà, de simples problèmes de réseaux qui sont fuyards, qui, contrairement à certains ouvrages, ou plutôt les éléments d'un immeuble qu'on contrôle régulièrement, les réseaux, avant on constate une fuite ou quoi que ce soit, généralement, les réseaux, ils sont ce qu'ils sont. Et puis, bien souvent, quand on se met à les investiguer, on constate qu'il y a des fois de gros désordres. Ça peut être de légères fuites, mais des fois dans des réseaux enterrés, des réseaux qui sont complètement déboîtés. Alors je vois Eric qui peut-être il a peut-être envie de dire quelque chose. Parce que quand on parle de réseau pour Sénan, ce n'est pas les mêmes réseaux pour Eric. Hein. Tout à fait, oui. Non, il y a raison. Voilà, il y a réseau et réseau, attention. Hein. C'est vrai, donc nous, on va parler souvent des réseaux qui sont des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, ce qu'on appelle les EP, qui peuvent être aussi les eaux usées, qui sont des fois distincts, mais qui sont souvent communs dans les ouvrages. Voilà. Donc, c'est souvent, des fois, on peut avoir un réseau qui reprend à chaque fois les eaux de pluie, à la fois les eaux de pluie et les eaux usées. Et tout ça, forcément, ça fait une quantité d'un mélange assez liquide qui peut se mêler au sol et qui, avec le temps, va le dénaturer. On a aussi, en rebondissant là-dessus, des fois d'autres problèmes qui sont pas pour le coup des réseaux d'évacuation, mais qui sont les réseaux, un peu le parallèle avec Eric, là, c'est pas le gaz, mais c'est l'adduction d'eau potable, ce qui alimente les immeubles. Forcément, pour avoir de l'eau sanitaire et l'eau courante dans les immeubles, il y a des alimentations d'eau qui parfois subissent des désordres dus parfois à des travaux qui sont liés à la voirie. Et puis pour le coup, là, on peut avoir des réseaux sous pression qui lâchent, même qui pètent. Et là, pour le coup, c'est des gros désordres. Vous pouvez avoir vraiment des grosses quantités d'eau qui peuvent être de terrain qui sont charriés par de l'eau sous pression. Et voilà, donc ça aussi, c'est une autre des causes des problématiques qu'on peut avoir sur tout ce qui est assise du bâtiment et que nous, on traite en redonnant au sol la consistance.
Voilà. D'accord. Merci Célan, parce qu'on reviendra après sur Oui, bien sûr. là on est plutôt sur les risques, les causes, mais après bien sûr ce qui intéresse aussi nos participants ce soir, c'est les solutions, bien évidemment, hein. Donc ça c'est important. On reviendra bien sûr sur cette deuxième partie après. Alors pour Mathieu Capron, alors peut-être qu'il va se présenter également. Il va nous présenter Défi Feu. Et alors on passe de l'eau au feu là. Disons, c'est ce soir on est dans toutes les énergies possibles. Alors. Bonsoir tout le monde. Donc Mathieu Capron, Société Défi Feu. Nous sommes un bureau d'études d'ingénierie en sécurité incendie et nous sommes spécialisés dans les bâtiments d'habitation collective. Voilà, donc en fait, on est né il y a une douzaine d'années de la volonté du PDG de Défi Feu, Philippe Schulz, simplement de réaliser des audits de sécurité sur les immeubles d'habitation, puisqu'on en parlera sûrement tout à l'heure, on parlera de réglementation. Et globalement, il faut comprendre que la réglementation est quasiment inexistante sur les immeubles d'avant 1950. Donc ça part d'ici et nous faisons de l'audit de sécurité sur tous les immeubles d'habitation et partout en France depuis 12 ans maintenant. D'accord. Donc Mathieu, pour nous, c'est vrai que les risques, donc ce sont des risques d'incendie. Donc on verra peut-être comment les prévenir aussi. Et les conséquences de l'incendie, ça tout le monde le comprend, hein. Bon, je pense que c'est destructeur, hein. Donc c'est bon. Après on n'a pas invité les pompiers ce soir, mais c'est vrai qu'il y a aussi toutes les fumées et voilà, il y a plein de choses qui se dégagent, et des flammes qui peuvent être plus toxiques que le feu lui-même. Bon, il y a beaucoup de sujets qu'on aurait pu traiter, mais on va essayer de se resserrer quand même sur ce qui nous intéresse et pas partir un peu dans d'autres débats. Alors, je vais revenir vers Eric. Et donc, Eric, j'aimerais bien que peut-être que tu nous précises un petit peu, parce que tu as déjà commencé à en parler, mais comment ça fonctionne les réseaux de gaz en copropriété. Donc, par où ça passe, quel est le rôle de GRDF peut-être dans l'arrivée du gaz dans les immeubles, pour qu'on comprenne un petit peu justement quand tu nous parlais de sécurité, vous, quels sont les enjeux de votre côté? Très bien. Alors, petit rappel, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les réseaux de gaz appartiennent aux villes, aux collectivités qui confient l'exploitation, l'entretien à un distributeur. Principalement, ce distributeur, c'est GRDF. C'est le cas dans 95% des communes, donc c'est le cas à Paris, c'est le cas dans les communes d'Île-de-France. Et dans les copropriétés, le gaz, il va avoir plusieurs utilisations possibles, hein. Il va pouvoir desservir une chaufferie collective, soit rentrer dans le bâtiment pour desservir chaque logement pour le chauffage, la production d'eau chaude ou tout simplement la cuisson. Alors, j'ai juste partager un petit schéma pour illustrer un petit peu ce que je dis. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu ces fameuses conduites, ces canalisations dans l'immeuble, c'est une coupe un peu simplifiée, hein. On va parler, vous voyez, en bleu en bas à gauche, le réseau qui est sur la partie rue, hein, dans la rue. Et puis, on va voir cette canalisation qui va rentrer dans l'immeuble avec un premier organe de coupure, ce qu'on appelle l'organe général de coupure, qui va permettre de couper le gaz dans l'intégralité de l'immeuble pour mettre en sécurité l'immeuble en cas de problème. Et puis, on va voir différentes parties de canalisation. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle la conduite d'immeuble. C'est une partie horizontale qui, bien souvent, passe dans les cales. Donc ça, c'est la conduite d'immeuble. Et puis, une deuxième conduite qui est de manière verticale, la conduite montante. Alors, on entend souvent parler de CICM. Voilà le fameux CICM, c'est la conduite d'immeuble, la conduite montante. Et puis, vous avez sur chacun
ces conduites montantes pour alimenter chaque logement, un organe individuel de coupure qui permet d'isoler cette fois un logement concerné, et une canalisation qui va aller jusqu'au compteur individuel, qui lui peut être soit en partie commune, quand il y a de la place, soit dans les logements. Voilà vraiment le fonctionnement. Et puis, bien sûr, en aval compteur, un morceau de canalisation qui va après alimenter l'appareil de chauffage ou l'appareil de cuisson. J'avais jamais vu ce schéma, et je le trouve très clair, vraiment. Avec toutes ces couleurs, comme ça, c'est vraiment très précis. Alors, peut-être pour expliquer sur ce schéma, comme on l'a, expliquer un petit peu dans le cadre général à qui appartiennent ces réseaux. Donc, je vous disais que le réseau qui est dans la rue appartient aux collectivités, il est géré par GRDF. Et là, dans un premier temps, je vais vous parler du cadre général, le cadre qui est le cadre d'aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a quelques évolutions à venir, mais en tout cas, dans le cadre général, dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui, les conduites d'immeubles et les conduites montantes, ainsi que les branchements particuliers, font partie du réseau de concession. Donc, ce réseau appartient à la collectivité, y compris dans l'immeuble, jusqu'à l'abri d'amont du compteur. Donc ça, c'est le cadre général. Et puis, vous allez voir, il existe des exceptions, et ça concerne quand même quelques immeubles. Et ça concerne principalement les immeubles d'avant 1993, puisque avant 1993, les contrats de concession étaient un petit peu différents, et notamment, avant 1993 et principalement en Île-de-France. Donc, pour ces immeubles, pour ces copropriétés, les conduites d'immeubles et conduites montantes n'appartiennent plus au réseau de concession, mais appartiennent aux propriétaires de l'immeuble. Et c'est le cas d'un immeuble sur 5 sur Paris. Alors, peut-être pour rassurer tout le monde, quel que soit le régime de propriété de ces conduites, c'est bien GRDF qui, dans le cadre de ses missions confiées par la ville, assure la maintenance des ouvrages gaz, d'accord, jusqu'au compteur. La seule différence, c'est que si le réseau est en concession, eh bien, c'est gratuit pour la copropriété. Et lorsque ce réseau appartient à la copropriété, eh bien, GRDF va facturer une maintenance de ces CICM, soit dans le cadre d'un contrat de maintenance avec un paiement tous les ans, soit dans le cadre d'un paiement à la maintenance à l'acte, en fait. Voilà. Donc ça, c'est et pour ces opérations, pour ces réseaux qui appartiennent aux copropriétés, ces opérations sont donc payantes. Juste peut-être rappeler deux choses importantes en matière de responsabilité, c'est que la copropriété doit permettre un accès aux opérateurs de GRDF. Je crois que c'est la même chose pour Enedis, mais doit permettre un accès aux opérateurs de GRDF pour accéder aux ouvrages. Et ça, c'est le code de la construction et de l'habitation qui le prévoit. Donc ça, c'est vraiment important. Cet accès doit être possible pour les opérateurs de GRDF. Et puis, en termes de responsabilité, encore une fois, quel que soit le régime de propriété des conduites, on a ce qu'on appelle les aménagements généraux, c'est-à-dire les gaines, les coffrages, tout ce qui concerne l'environnement, finalement, de ces canalisations gaz, qui, elles, relèvent toujours de la responsabilité de la copropriété, puisque des travaux peuvent être amenés. Enfin, voilà, GRDF ne peut pas assurer le suivi de la responsabilité de ces aménagements généraux. D'accord, Eric. Donc, tu veux qu'on reprenne le cours un petit peu de nos questions? Si ou tu veux. as encore des choses à compléter par rapport… Oui, bon, mais tu n'as pas besoin, de ta présentation pour ça, peut-être? Non, pas du tout. Ouais, bon, alors, ça permettait d'illustrer vraiment et de comprendre vraiment de quoi on parle. D'accord. Bon, alors, donc on va continuer. Je vais donc demander à Sénan, cette fois-ci, de nous parler un petit peu plus, peut-être, de comment prévenir les affaissements de sol, et peut-être un moyen qu'on pourrait avoir pour ça, qui serait de faire une étude des sols pour voir ce qu'il y a sous l'immeuble. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Qu'est-ce qui se passe en dessous? Donc, c'est peut-être une petite explication par rapport à ça. Oui, donc
la question, c'était donc essentiellement sur comment on va prévenir les affaissements voilà, et est-ce qu'il faut en passer par une étude des sols? Est-ce que peut-être si on a un doute et on voit des choses apparaître, on se dit peut-être que ça serait quand même mieux d'investiguer un peu plus. Ah, voilà, de toute façon, la première investigation, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. Bon, bien souvent, quand on voit, quelle que soit la problématique que j'ai un peu définie tout à l'heure, c'est-à-dire les fissurations, les affaissements et les basculements, de toute façon, c'est que l'ouvrage qui présente ces désordres, c'est que son assise, en fait, ses fondations, sont démobilisées et qui a ce qu'on appelle le tassement différentiel, sans trop entrer dans la technique. Voilà, donc il y a une problématique à ce niveau-là. Donc, comme j'ai dit, dans quasiment plus de 3/4 des cas, c'est dû à un affouillement ou une perte d'assise qui est donc la conséquence d'une fuite de réseau. Donc, toute première chose à investiguer, c'est investiguer les réseaux, donc pour bien préciser, on va bien dire réseau d'évacuation eau pluviale, eau usée. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, donc bien entendu, le constat est quasi à chaque fois donc un constat d'une problématique de réseau fuyard. Et dans un deuxième temps, on passe à ce qu'on appelle l'investigation dont tu parlais des sols, qui sont des investigations qu'on qualifie de géotechniques, où on va venir vérifier donc les caractéristiques des sols en place et donc vérifier si ces sols sont compatibles, on va dire leurs caractéristiques sont compatibles avec l'ouvrage qui pose dessus. Voilà, donc ça c'est une mission qu'on appelle géotechnique, donc ça c'est confié à des bureaux d'études. Voilà, un peu comme Mathieu, qui est bureau d'études. Donc là, c'est des bureaux d'études de sol, donc géotechniciens plus précisément, voilà, qui vont mener des investigations. Et ces investigations vont pouvoir mettre en lumière les défauts. D'accord. Donc, en partant de là, on va pouvoir déjà en savoir un peu plus, avoir un état des lieux. Et ensuite, vous, Uretech, vous allez certainement rebondir sur ce constat pour faire des préconisations. Exactement. Voilà, c'est pour ça. Donc, bien souvent, nous, on est souvent contactés en amont, puisque les problématiques sont souvent, comme on est connu sur ce canal-là. Donc, voilà, donc nous, on accompagne souvent les copropriétés, les syndics, souvent qui vont avec. Voilà, s'ils n'ont pas, on va dire, dans le vivier des entreprises avec qui ils travaillent, donc ce genre de bureau d'études, voilà, pour le recommander, donc justement bureaux d'études qui peuvent intervenir sur leur secteur pour qu'ils puissent mener ces investigations. À l'issue de quoi, généralement, ces BET vont donner des préconisations donc de solutions de reprise. Donc, il n'y a pas une seule solution, bien entendu. Donc, c'est pour ça que nous, on se positionne un peu comme une alternative aux solutions traditionnelles qui se faisaient depuis toujours sur ces problèmes. C'est qu'on venait créer des ouvrages, ce qu'on appelle des fondations profondes. On venait reconnecter en fait le bâtiment à des pieux, donc des forages qui sont faits dans le sol en grande profondeur, pour aller chercher, on va dire, le sol qui, lui, n'a pas été dénaturé. Donc, il faut savoir que quand on est sur des terrains, justement, comme Paris et autres, qui sont des grosses épaisseurs, justement, de remblai, ces sols, avec le temps, ils sont dénaturés sur une très forte épaisseur. On peut être sur des 6, 8, 10 mètres. Donc, aller chercher un sol assez consistant, il faut aller de façon très profonde. Donc, ça oblige à rentrer des machines très lourdes. Voilà, ça devient très vite des grosses opérations très invasives. Donc, nous, en fait, notre solution est une alternative. C'est vraiment une approche différente. On ne va pas aller rechercher un sol qui soit encore bon. On va redonner au sol en place qui a été dénaturé ses caractéristiques qu'il avait avant de perdre sa compétence de portance. Donc, c'est vraiment, nous, on est sur une amélioration des sols. Voilà. Donc, ça permet d'arriver avec des solutions beaucoup plus. Alors, on va voir les solutions. On va prendre un petit moment justement pour bien détailler ces solutions. C'est important. Pour Mathieu, j'avais aussi préparé quelques petites questions. Voilà, donc je voudrais que Mathieu nous rappelle donc je sais, non, on l'a pas encore évoqué vraiment, la réglementation en vigueur en matière de normes de sécurité, notamment pour la lutte contre les incendies, tout particulièrement dans les immeubles en copropriété. Donc, est-ce qu'il y a donc je sais qu'il y a une réglementation. Laquelle est-ce? Est-ce qu'elle a évolué ces derniers temps? Voilà. On va pas essayer de trop poser de questions en même temps, mais déjà, c'est déjà pas mal de poser les bases. Oui.
Tout à fait. Posons les bases de la réglementation dans les immeubles d'habitation collective, donc et en copropriété. Donc le principe déjà qu'il faut prendre en compte, c'est qu'un immeuble relève avant tout de la date de dépôt de son permis de construire. Voilà. Donc je dépose le permis de construire, je suis en 2022, donc c'est la réglementation afférente à 2022 qui va s'appliquer. Donc il faut savoir que avant les années 50, globalement, en réglementation incendie constructive, on a 0 texte. On n'a rien du tout. Voilà. Donc ça concerne énormément d'immeubles. Et vous êtes Donc c'est quand même assez concerné. récent, hein, c'est incroyable. Hein. Là, oui, c'est très récent. C'est fou. C'est très récent. Les années charnières, c'est les années 60, où on va avoir un texte de 3-4 pages qui va globalement classer les bâtiments en familles d'habitation, c'est-à-dire en fonction de la hauteur d'un bâtiment, je vais avoir une note différente des autres. Hein. Entre 0 et 8 mètres, je vais être en deuxième famille. Entre 8 mètres et 28 mètres, en troisième famille. Entre 28 et 50 mètres, je suis classé en quatrième famille. Et globalement, au-delà de 50 mètres, on a ce qu'on appelle les IGH. Voilà. Hein. Donc, tout au long des années 60-70, on va avoir ce genre de classement habitation, incendie de nos immeubles. La dernière réglementation qui s'applique constructivement à la date de dépôt du PC, c'est le 31 janvier 86, l'arrêté du 31 janvier 86. Donc depuis, on n'a pas de nouveaux textes constructifs, en tout cas concernant les immeubles d'habitation. Par contre, on a des choses qui sont venues se greffer récemment, et notamment la loi du 9 mars 2010, qui a été accompagnée et complétée par la loi Allure en 2014, qui concerne l'obligation d'installation des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée. Voilà. Ça, dans les parties privatives. Dans les parties privatives, texte rétroactif, dans le sens où cela s'applique à tous les bâtiments d'habitation, quelle que soit la date de construction. Ensuite est arrivé l'arrêté du 5 février 2013, qui vient confirmer l'installation de détecteurs de fumée donc dans les parties privatives. Dans les parties communes, il est interdit d'installer un détecteur de fumée, je le rappelle. Donc ça veut dire je ne dois pas en voir dans les dégagements, on ne doit pas en voir dans les escaliers, ni même dans les locaux poubelles, même si un local poubelle peut prendre feu. Voilà. Mais l'arrêté du 5 février impose notamment la protection des circulations par rapport aux locaux à risque. Voilà, dans les troisième et quatrième familles. Qu'est-ce qu'un local à risque? Un local à risque, c'est un local qui a un haut potentiel calorifique. On y dépose des cartons, on y dépose des déchets, on y dépose des vélos, des deux roues, on peut avoir tout un tas de locaux à risque finalement dans notre bâtiment. Voilà. Et par la suite, donc, on a eu le décret et l'arrêté de 2019 sur les travaux de réhabilitation de façade des immeubles de quatrième famille qui évoluent vers un nouveau classement. Vous avez sûrement entendu parler, non pas d'IGH, mais d'IMH, immeuble de moyenne hauteur. Voilà, donc on a cette nouvelle imposition qui vient s'appliquer à partir de 2019. À savoir tout de même, malgré le fait qu'il n'y ait pas de réglementation bien assise avant 86, on va dire. Premièrement, vous n'avez pas obligation de vous mettre en conformité à 86. Ça, il faut que ce soit bien dit. Par contre, il y a une circulaire en 1982 qui encourage donc les syndics et les copropriétés, lorsqu'il y a des travaux réalisés dans le bâtiment d'habitation, à venir augmenter le niveau de sécurité. Ça ne veut pas dire se mettre en conformité à la dernière réglementation, mais ça veut dire venir mettre en place un certain nombre de barrières, de protections qui viennent augmenter le niveau de sécurité de l'immeuble sans pour autant être en conformité. Attention avec la conformité, hein, c'est un mot sur lequel on reviendra tout à l'heure. On parle plutôt de mise en sécurité du bâtiment. Mathieu, ça c'est intervenu parce qu'on s'est rendu compte que lors de travaux sur de rénovation sur des immeubles, il y avait eu des incendies, des démarrages de feu, c'est ça? Donc ça évoquait donc une sécurité complémentaire.
Exactement. Il y a eu la tour Grenfell à Londres. Vous avez dû en entendre parler. Un Oui. incendie par les façades. Et également à Roubaix. On a eu une tour également il y a eu un incendie qui s'est déclenché sur un balcon. Alors pour autant, c'était plutôt des immeubles de grande hauteur. Là, on est plutôt sur des immeubles Ouais, voilà, de ouais, quatrième famille, donc ouais. 28 au-delà de 28 mètres de hauteur. Donc là, on est à plus de 10 étages quand même, hein. Mhm. Voilà. Et donc, c'était surtout lié à ce qu'on appelle aujourd'hui l'isolation par l'extérieur. Extérieur, Voilà. exactement. Mhm. Ok, une petite chose à rajouter sur la réglementation ou on continue les questions? On peut continuer. On peut continuer. Ok, merci Mathieu. Donc à tout de suite. On continue la tournée. Bon, alors, donc Eric, tu as le temps de répondre. Je crois que c'est bon. Tu avais eu quelques petites questions qui t'étaient adressées. Donc, pour continuer, peut-être nous aussi dans les évolutions réglementaires et autres, puisqu'on y est, on est dedans, est-ce que tu as eu des informations sur ce qui se projette dans le cadre de la loi 3DS? Alors, tu nous diras ce que ça veut dire le 3DS, et notamment peut-être avec quelques particularités qui concernerait plutôt Paris, la ville de Paris. Alors, la loi 3DS, alors excuse-moi, je pense que je vais oublier un ou deux D, mais alors, c'est pas un jeu vidéo ou un truc comme ça, hein, c'est décentralisation, décomplexification, simplification, le nom ne reflète pas trop l'objectif de la loi. C'est une loi qui gère, dans laquelle il y a énormément de sujets, et effectivement, il y a un sujet qui va concerner les ouvrages gaz en copropriété, puisque tout à l'heure, je parlais qu'il y avait le cadre général, hein, avec les conduites de gaz qui appartiennent au réseau jusqu'au compteur dans le cadre général. Mais je vous disais qu'il y avait aussi des exceptions, notamment avant 93 et en région parisienne. Et l'objectif de cette loi 3DS, c'est vraiment de simplifier, d'uniformiser le régime de propriété des ouvrages gaz. L'objectif, c'est que finalement, là où ce n'est pas le cas, demain, ces réseaux fassent partie du réseau concédé vraiment pour simplifier, pour y voir plus clair, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'un certain nombre de propriétaires d'immeubles ne savent pas forcément qu'elles sont propriétaires de ces canalisations. Et c'est une demande qui est un peu ancienne, puisque ça fait déjà quelques années que le médiateur de l'énergie essaye d'œuvrer dans ce sens-là, vraiment pour donner de la lisibilité, et puis que tout le monde, que tout le monde soit géré de la même façon. Donc cette loi, elle est encore pas sortie, elle devrait plus tarder à sortir, hein, on la connaît dans ses grandes lignes. Donc, il devrait plus y avoir de très grandes évolutions. Pour faire simple, parce qu'il n'y a pas forcément eu d'amendement ou de retocage sur cette partie-là de la loi, parce qu'il y en a eu sur d'autres. Donc, oui, il y a eu des amendements, il y a eu des propositions, les choses ont évolué, ça joue un petit peu sur les mots. Mais le grand principe, je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que pour les copropriétés qui sont concernées, elles auront la possibilité pendant 2 ans de refuser le transfert au réseau de concession ou de l'anticiper. Voilà. Au bout de ces 2 ans, sans réponse de la part des copropriétés, eh bien, le réseau sera considéré comme étant transféré à la concession. Donc, pendant ces 2 ans, il y aura aussi, comme je le disais, la possibilité pour la copropriété d'anticiper ce transfert. Pas d'obligation de le faire. On peut imaginer que certaines copropriétés le feront, notamment lorsque des travaux de renouvellement sont à faire sur ces CICM, sur ces conduites d'immeubles et conduites montantes, puisqu'une fois que ces réseaux feront partie du réseau de concession, à ce moment-là, il n'y aura plus de frais pour les copropriétaires. Alors, juste pour revenir peut-être sur la question de Louis qui était posée, une fois que les conduites font partie du réseau de concession, normalement, il n'y a plus de frais pour les copropriétaires, sauf des demandes bien particulières qui seraient, par exemple, de changer le réseau de place pour des raisons esthétiques, pour
pour un certain nombre de choses qui relèveraient de la copropriété. Donc, je ne sais pas si c'est ce cadre-là, mais j'ai invité la personne qui a posé la question à reprendre contact avec moi si besoin. Je vais lui donner mon adresse mail. Bien sûr. D'autres choses restent facturées, comme la suppression d'un point de consommation ou l'ajout d'un point de consommation. Ça, ce sont des prestations qui restent. Alors, Eric, il y a Jean-Paul qui a raté quelque chose. Il a raté quelques secondes de ce que tu viens de dire, et il demande à qui sera transféré le réseau sous 2 ans. Alors, je crois qu'il a raté un peu plus que quelques secondes. Alors, le réseau, de manière générale, il appartient aux collectivités, à la ville. Donc, lorsqu'on transfère la propriété, on transfère la propriété qui est au propriétaire de l'immeuble ou à la copropriété, et il est transféré. Alors, il y a des avenants, enfin, il y a des documents qui sont signés, et il est transféré à la collectivité. Et la collectivité, de manière, enfin, tous les jours, en fait, donne la gestion de ce réseau, de son réseau, au distributeur de gaz, et en l'occurrence GRDF pour les zones géographiques qui nous concernent. Alors, le délai de 2 ans, Eric, c'est à partir de la publication de la loi? Je pense que ça sera ça, mais ça fait partie des petits détails que l'on attend dans la version définitive de la loi qui ne devrait plus tarder. Parfait. Donc, vous avez compris, hein, sur les parties CICM, c'est assez simple finalement. On a quand même une petite particularité sur Paris, tu en parlais. Alors, je ne vais peut-être pas passer trop de temps sur le sujet, mais juste pour expliquer que sur Paris, il y a une particularité, alors qui n'est pas une particularité technique, hein, puisque techniquement, vous l'avez vu, le réseau dans l'immeuble, c'est le même partout. Hein. On a la conduite d'immeuble, la conduite montante, le branchement particulier. Et sur Paris, toujours avant 93, hein, le fameux branchement particulier entre l'organe de coupure et le compteur, il n'appartient pas à la copropriété, il appartient au propriétaire du logement. Alors, l'objectif, c'est quand même de transférer ce bout de canalisation, mais vous voyez que dans la prise de décision, ce n'est pas tout à fait la même chose, hein, puisque pour les CICM, pour les conduites d'immeubles, on est sur une décision qui se prendra par la copropriété, mais pour la partie branchement particulier, on est bien sur une décision qui devrait être prise par les propriétaires. Et là encore, on a de la même façon, hein, ce fameux délai des 2 ans, et au bout de ces 2 ans, le législateur va demander à GRDF de venir faire un contrôle, une vérification de ce bout de canalisation lorsqu'il est situé dans le logement. C'est le cas lorsque le compteur est situé dans le logement. Et donc, cette vérification, elle devra être faite dans les 3 ans, elle sera à la charge de GRDF. Et si demain, il devait y avoir quelques petits travaux de remise en conformité parce que c'est un bout de canalisation qu'on n'a pas suivi dans le temps et pour lequel le propriétaire ou l'occupant a pu faire des modifications, eh bien, tous ces frais seront à la charge de GRDF. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais ça va demander effectivement c'est un gros chantier pour GRDF. Ça va être, et le législateur a prévu une période de 3 ans pendant lesquelles GRDF devra venir faire cette inspection dans le logement. Donc 2 ans plus 3 ans pour la partie branchement particulier, là où les compteurs sont en logement pour Paris. Bon, de toute façon, on reviendra là-dessus quand la loi sera publiée. Bien entendu. On mettra à disposition de l'information, on t'informera, Isabelle, et on communiquera évidemment également aussi sur le site GRDF. Pour tous nos abonnés parisiens qui vont s'inquiéter sur leur bout de canalisation. Bon. Alors c'est une procédure complexe, qui peut paraître complexe parce qu'on est dans le droit de la propriété, ça reste que 20 cm de conduit, mais le droit français est ainsi fait qu'on ne peut pas spolier une partie qui appartient à quelqu'un. Donc c'est un peu, voilà, donc d'où cette mise en œuvre. Exactement. Bon, Eric, on revient vers toi dans un petit instant. On va te laisser te reposer un petit peu. On va reprendre Sénan, qui est en pleine forme et qui va nous parler de la suite, en fait, de ce qu'il nous disait tout à l'heure. Il nous racontait qu'il y avait des solutions, justement, qui pouvaient être réalisées sans quelque part affecter la vie de l'immeuble
et notamment aussi des solutions pour des immeubles qui sont vraiment anciens et qui eux-mêmes déjà dans leur construction présentent des risques. Alors qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution douce à des problèmes qui sont quand même des problèmes de structure. Alors, justement, donc c'est ce qu'on a commencé à introduire. Voilà, donc c'est une solution, j'ai un peu exposé, donc qui consiste non pas justement à aller ancrer l'ouvrage avec des gros travaux lourds, comme j'ai dit. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir améliorer le sol. Donc, pour ce faire, donc nous on intervient avec un procédé d'amélioration de sol par injection de résine expansive, ce qui veut dire qu'en fait, on vient juste faire des percements à espace régulier, d'accord, à l'endroit où on a accès aux fondations, c'est-à-dire que si c'est un immeuble avec un sous-sol, depuis les caves, et en fait, on vient faire des percements avec donc, du matériel électroportatif, et on vient injecter cette résine qui crée une expansion et qui vient compacter le sol pour rester très simple techniquement. Et donc ça, c'est fait donc, sur tout le linéaire en fait, de ce qui sert de fondation à l'immeuble. Parce que quand je dis sert de fondation, c'est qu'on a des immeubles qui ont des fondations, on va dire, plus traditionnelles en béton. Il y en a, c'est l'ouvrage même ancien en pierre qui directement prend appui dans le sol. Voilà, donc après, il peut y avoir quelques adaptations, mais globalement, le procédé est toujours le même. Voilà, c'est vraiment, on traverse les fondations au moyen de tout petits percements qui font moins de 2 cm, voilà, et on vient injecter à différents niveaux en fait, dans le sol. Voilà. Écoute, en attendant, on a quand Marie-Jeanne qui pose une question, qui se demande alors, ouverture pour injecter produit de 2 cm, mais jusqu'à quelle profondeur? Alors ça, pour moi, c'est un peu, je ne comprends pas, mais c'est juste pour savoir jusqu'à quelle profondeur on peut traiter. Peut-être, je ne sais pas, oui. Ouais. Voilà, je ne sais pas. On est sans limite de profondeur, en fait. Bon, après, on ne va pas non plus... les sols décomprimés, généralement, nous, on va jusqu'à des 10-15 mètres et généralement, ça va rarement plus loin. Voilà. Eliane qui demande, l'assurance de la copropriété peut-elle prendre en charge les travaux liés aux fissures? Alors ça, on n'a pas prévu de répondre sur les assurances aujourd'hui, donc je ne sais pas si c'est non. Dans le cas d'une catastrophe naturelle, bien entendu, si la commune sur laquelle est la copropriété est une commune qui est reconnue au journal officiel comme une commune étant classée 4NAT pour un phénomène de mouvements donc, consécutifs à des mouvements normaux qui sont la sécheresse et la réhydratation des sols, ça rentre dans l'assurance comme pour un particulier, donc qui serait son assurance multirisque habitation. C'est des travaux qui sont, à partir du moment où la commune est reconnue, donc classée 4NAT, c'est pris en charge par l'assurance. Ah oui, alors elle dit qu'il y a des fissures qui peuvent provenir de la canicule, et comment les différencier avec celles qui sont liées à la composition du sol donc comment voir l'origine en fait de la fissure? Les deux sont liés. De toute façon, on n'a pas été sur le côté assurantiel, je vais faire vite, mais bon, donc soit on a dit c'est une problématique de réseau, donc là pour le coup, c'est pas du tout lié à un phénomène climatique. Si pour le coup il y a un phénomène climatique, généralement c'est pas généralement, la commune est reconnue, donc pour le coup, c'est qu'on constate, et c'est tous les ouvrages qui sont sur la commune concernée qui sont sous le coup de cet arrêté, donc qui permet à ce que ce soit pris en charge par l'assurance. Ok. Bon, on te laisse retrouver ton PowerPoint. Pendant ce temps-là, je vais demander à Mathieu, puisqu'on a parlé tout à l'heure de réglementation, qu'est-ce qui se passe si justement la copropriété, alors moi j'avais dit n'est pas en conformité, mais ce n'est pas le mot juste. Plutôt de mise en sécurité que de mise en conformité. Tout simplement parce que, comme je le rappelle, avant 55, il n'y a aucun texte réglementaire qui régit le cadre de la sécurité incendie. Donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué de venir demander une mise en conformité d'un immeuble qui aurait été construit avant les années 50 à la réglementation actuelle. Puisque globalement, il faudrait investir des millions d'euros pour arriver au résultat d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'objectif. Voilà. On sait que par retour d'expérience, l'usage de nos immeubles
Nos bâtiments a évolué, on a beaucoup plus d'appareils connectés dans les logements, il y a beaucoup plus de charges calorifiques, hein, on reçoit tous des colis, donc il y a plus de cartons, donc on a plus de locaux communs et de gaines techniques qui vont être potentiellement encombrés, et ça va augmenter les risques en présence. Voilà. Donc la question à se poser, c'est pas plutôt que faire si on n'est pas en conformité, c'est plutôt d'essayer de se dire comment je peux faire pour améliorer mon niveau de sécurité dans l'immeuble. Et à ce moment-là, il faudrait que je passe par une évaluation du risque et des risques en présence de façon à pouvoir avoir un panel de recommandations qui pourraient s'appliquer dans le temps, puisque l'objectif, ce n'est pas non plus de se dire je vais me mettre en sécurité et puis il faut tout faire pour demain. Hein. La première des choses, c'est il y a des choses toutes simples à mettre en place, et notamment pour tout le monde, les affichages de sécurité, notamment les consignes de sécurité en habitation. Pour commencer, ça c'est quelque Alors, chose. affichage de sécurité, est-ce que c'est par exemple le plan d'évacuation? Pour moi, ça me paraît très important. L'issue de secours, s'il vous plaît. Exactement. Je pense que ça peut être intéressant de rappeler un petit peu les consignes qui sont souvent méconnues, parce qu'on confond les consignes de sécurité incendie en habitation de celles de l'évacuation que l'on a l'habitude de mettre en exercice, tout simplement parce que dans le cadre de notre travail, on fait des exercices d'évacuation. Donc, quand on entend une sirène d'alarme, on est amené à évacuer les locaux et à se retrouver à ce qu'on appelle un point de rassemblement qui est souvent sur le parking. En habitation, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que malheureusement, on a retrouvé beaucoup de personnes qui ont succombé à des fumées toxiques dans les immeubles suite à un incendie parce qu'ils ont évacué leurs locaux, donc leur logement. En habitation, on va adapter la situation vis-à-vis du risque en fonction de la présence de fumée. Si l'incendie est au-dessus de moi, au-dessus de mon appartement, à ce moment-là, je peux sortir de mon appartement et évacuer. Si les fumées sont dans le couloir, quand j'ouvre la porte, à ce moment-là, le mieux est de se confiner. Se confiner chez soi, c'est mettre un linge humide au bas de la porte d'entrée et puis se présenter à la fenêtre de façon à ce que lorsque les pompiers arriveront, puissent intervenir le plus efficacement possible. Mais pas ouvrir la fenêtre non plus. Si on ouvre la fenêtre, on se met sur le balcon, ce n'est pas un souci. Parce que ça fait pas un appel d'air qui va attiser Non, d'accord. Non. D'accord. Et ensuite, on a la possibilité d'un incendie qui est sous mon appartement. Et à ce moment-là, c'est la même chose. Je me confine chez moi. Si l'incendie est chez moi, logiquement, j'évacue. Hein, à ce moment-là, le détecteur autonome avertisseur de fumée va se mettre en route et lorsqu'on l'entend, par mégarde, lorsqu'on le place à côté d'une salle de bain ou à côté d'une ventilation ou d'une fenêtre, on a pu le tester et puis entendre les dégâts qu'ils peuvent causer au niveau effet sonore. Donc, le réflexe fait qu'on va sortir naturellement. Tout simplement pour dire qu'il n'y a pas un comportement à adapter en habitation, mais que ce comportement-là, il est à adopter en fonction de la situation. Voilà. Donc, ces consignes de sécurité incendie doivent être affichées dans tous les halls des bâtiments, à proximité des escaliers et des ascenseurs. Et à côté de cela, on doit avoir un plan d'intervention qui représente aussi bien le rez-de-chaussée que tous les niveaux de sous-sol. Voilà. Ça, c'est le minimum réglementaire de l'affichage que vous devez. Et dans le meilleur des cas, nous, et là c'est important pour le syndic et la copropriété, je vous engage à monter une réunion pour présenter ces consignes. Il faut les présenter, il faut les connaître, il faut les répandre. Elles ne sont pas suffisamment connues et malheureusement, on a des victimes d'incendie qui sont liées à cette méconnaissance. Donc, il faut prendre le temps de se préoccuper, de savoir si on a les bons affichages aux bons endroits, avec les bonnes consignes pour tout le monde, et peut-être informer les occupants, les copropriétaires, à un moment donné dans l'année, ou même peut-être faire des rappels de temps en temps pour être sûr que tout le monde a eu cette information. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé et ça pourrait éviter des drames, bien sûr. Bien sûr. Alors, juste encore, Mathieu, une question par rapport à ça. Donc, moi, j'avais entendu parler d'un diagnostic sécurité incendie. Alors ça, c'est pareil, il n'y a pas d'obligation en la matière.
où il faut quand même contrôler qu'on ait bien le matériel, les extincteurs, etc., réglementaires. Alors, le diagnostic de sécurité incendie, en fait, il y a l'obligation de réaliser un diagnostic technique global qui va englober aussi bien des questions de sécurité incendie que des questions de mise en sécurité électrique, que de questions qui sont liées à tout autre domaine. Et donc, ils vont faire un diagnostic, mais de l'ensemble des travaux qui seraient à charge potentielle de la copropriété pour les 5 à 10 années à venir. Voilà. Bon, pour avoir vu ce genre de diagnostic, c'est un diagnostic qui est donc qui reste polyvalent et donc qui reste multimétier. Voilà. Donc on ne sera pas forcément sur la sécurité incendie en tant que telle. Voilà. Nous avons mis en place ce qu'on appelle un audit de sécurité incendie. C'est un audit dans lequel on va faire une évaluation du risque des bâtiments. Voilà. On va identifier un certain nombre de scénarios qui peuvent se produire en cas d'incendie et évaluer le bâtiment vis-à-vis de ces scénarios afin d'identifier des recommandations, soit à court terme, soit à moyen terme, soit à long terme. Ok, alors je crois que c'est non, ça y est, on a récupéré le PowerPoint et on va pouvoir commenter cette présentation. Il y a plusieurs parties donc, en fait, dans la présentation, mais on va juste rester donc, sur la question que tu posais justement sur comment est-ce qu'on intervient et puis surtout comment ça peut impacter la vie des occupants. Donc là, c'est juste une photo, il faut vous rendre compte que voilà, pour faire nos travaux, et puis après, je demanderai à Gladys de passer à la slide suivante, mais juste après. Donc il faut se rendre compte qu'habituellement, on est obligé, quand on fait n'importe quel travaux, de passer par les parties communes. Donc de rentrer du matériel, d'évacuer du matériel. Dans les cas classiques, comme on parlait des solutions traditionnelles, il faut terrasser, donc c'est sortir des terres, couler du béton, rentrer des machines. Voilà. Nous, il faut savoir, vous ne voyez que de côté, mais c'est un camion atelier, donc c'est un simple camion, 17 tonnes, sur lequel on prend une installation, on fait une demande de voirie, quelque chose où on est. Et en fait, nous, vous voyez, donc tous les deux composants de la résine sont acheminés par ce qu'on appelle la tresse chauffante jaune que vous voyez. Et donc, dans quasi tous les cas, sur le côté justement vraiment peu invasif de notre solution, c'est qu'on fait en sorte de pouvoir passer, vous voyez, par des soupiraux. Donc là, si vous voyez la photo de droite, il y avait un tout petit soupirail qui était, voilà, et ça nous permet donc d'arriver, alors c'est Gladys, tu peux passer à la photo suivante, voilà, et donc on arrive directement dans les caves, voilà, parce que là, c'est un immeuble sur sous-sol, et notre intervention se passe comme ça. Donc la photo de gauche, vous voyez l'opérateur qui est en train de percer, donc on ne voit pas très bien dans ses mains, mais il a un simple perforateur classique, voilà, on a différentes longueurs de mèche. Et après, l'injection se fait, voilà ce que vous voyez à côté, donc opérateur, donc vous voyez, le tuyau jaune arrive, s'il y a un pistolet, on ne le voit pas sur la photo, mais il est devant lui. Et donc, l'injection se fait en suivant la réaction de l'ouvrage. C'est ça qui est le plus important de notre procédé, c'est qu'on suit en temps réel comment l'ouvrage réagit, parce que l'idée, ce n'est pas non plus de venir mettre en orbite ou encore redéformer l'ouvrage. Donc, on le suit, et jusqu'à ce qu'il y ait, si vous voulez, sans trop rentrer dans la technique, mais un début de réaction. C'est-à-dire qu'un ouvrage, à partir du moment où il va commencer à monter, c'est calibré au dixième de millimètre, c'est que sa charge est reprise par rapport au passé où il s'enfonçait et justement il provoquait de la fissuration. Et donc notre procédé permet en plus, étant donné que ce n'est pas du tout un ciment ou autre chose, il n'y a pas de temps de séchage. Donc nous, c'est une polymérisation, c'est vraiment une réaction chimique. Et donc au bout de 45 secondes, 1 minute, suivant la température qu'on met notre résine, ça ne bouge plus. Voilà, donc ça permet d'avoir quelque chose qui est efficace tout de suite, très peu invasif comme on l'a vu là, et forcément, vu les délais très réduits, aussi en termes de coûts, parce que c'est comme aussi quelque chose qui est important pour les copropriétés et les syndics, voilà, c'est des solutions qui se présentent avec des coefficients divisés par 5 jusqu'à des fois par 10 par rapport à des solutions traditionnelles, mais il faut le comprendre, quand on n'a pas besoin de rentrer énormément de matériel dans une cave, quand tout se fait à la petite cuillère dans les solutions traditionnelles, forcément vous êtes sur des différentiels énormes. Donc en fait, on injecte et on remet à niveau. Et exactement. Une fois qu'on est au millimètre, au millimètre, je ne sais pas comment tu dis, on arrête tout. Exactement, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'à partir du moment où l'ouvrage commence légèrement à remonter, c'est que sa charge est reprise. Donc, l'objectif de notre procédé, ce n'est pas
Alors, un immeuble qui a beaucoup basculé, on n'est pas là pour le relever. On ne fait pas du relevage d'ouvrage, ce qu'on appelle plus communément du vérinage. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de reconsolider, d'améliorer le sol pour lui redonner une capacité portante et surtout pour éviter que les problèmes continuent. C'est-à-dire que les désordres, une fois qu'il y a de la fissure, après notre intervention, bien entendu, par des solutions traditionnelles qui sont souvent liées à des travaux de ravalement ou autres, les fissures sont reprises, sont réparées, et voilà. Et à partir du moment où l'ouvrage a été stabilisé, ces reprises de fissures et autres sont pérennes, puisque de toute façon, voilà, à partir de là, il n'y a plus de problème de basculement, d'affaissement ou autre. Et là, après, on n'a plus besoin d'y revenir. Une fois suffit. On est tranquille pour la suite. Normalement, c'est réglé. Exactement. Parce qu'il y a Marie-Jeanne qui nous demande s'il y a une garantie décennale sur cette intervention. Voilà, il y a une garantie décennale. Si on va aller un peu sur le volet aussi, les résines sont totalement imputrescibles. Alors déjà, elles ne sont pas polluantes, elles sont toutes labellisées. Nous, on les utilise même dans le domaine alimentaire, même tout ce qui est alimentation. Donc voilà, il n'y a pas d'échange gazeux, elles ne se dissolvent pas dans le temps, il n'y a aucun agent classique dans le sol qui les détériore, que ce soit au court, moyen, long terme. Elles ont été testées jusqu'à plus de 60 ans. Voilà. Pour être très rapide, les seuls produits qui peuvent la désagréger, c'est l'acide sulfurique et chlorhydrique pur. Donc, ce qu'on retrouve rarement dans un sol naturel, à moins d'être sur un ouvrage industriel. Voilà. Donc, c'est pour vous expliquer qu'il y a vraiment, il y a aucune, même sur le côté environnemental, il n'y a pas du tout de pollution. Et c'est périn dans le temps. Et justement, nous, on a une garantie décennale sur notre procédé, comme tous les autres. Est-ce que tu as d'autres images à nous montrer, Sénan ou... Si Gladys veut revenir peut-être sur les premières. Après, non, c'était plus. J'avais mis quelques. Encore avant, c'était plus pour illustrer celle-là. Les fissures, ça c'est intéressant quand même de voir. Voilà, généralement ce qu'on constate, quand un ouvrage a bougé, donc des fissures, comme on le voit bien, souvent. En plus là on voit bien, elles ont été suivies, ce qu'on appelle avec des jauges, des fissuromètres. Voilà, donc ça c'est souvent sur les façades. Et si tu prends la photo d'après. La slide, on retrouve aussi les choses sur le sol. Là, pour le coup, c'est un affaissement qui engendre même la fissuration. Voilà. Quand le sol se met à s'affaisser, les ouvrages, même les empierrements, les marches se mettent à se fendre, comme vous le voyez, de part en part. Alors, des fois, justement, on voit des espèces de jauges là, pour voir l'écartement. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'intervenir tout de suite, dès la microscopique fissure, ou est-ce qu'il faut déjà attendre, voir si ça bouge, si ça vit, si ça évolue? Alors, pour reprendre un peu l'explication que j'ai prise tout à l'heure, quand on commence à voir ces quelques signes, donc d'affaissement ou même de légère fissuration, c'est là qu'il est important de tout de suite, je vous dis le préalable, c'est le diagnostic des réseaux EPEU, pour Eric, on n'est pas sur le réseau gaz. Voilà, parce que si c'est constaté qu'il y a ces problèmes de réseau fuyard, il faut les traiter tout de suite, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, avec le temps, quand un phénomène, si vous voulez, de sol qui commence à se décomprimer et qui perd sa consistance commence, généralement, il y a un phénomène accélérateur avec le temps et l'ouvrage va forcément vouloir retrouver son assise, étant donné que ça tasse en dessous. Donc, plus il va vouloir se réasseoir, plus il va fissurer et va essayer de se réadapter finalement au sol qui est en dessous. Donc, pour répondre clairement à ta question, même une petite fissure, préalable, vérifier les réseaux. Et si réseau... ça me fait penser à la publicité Carglass. Voilà. Alors, moi, c'est pas en une petite fissure. Non, mais voilà, avant de passer sur un nid de poule, là, c'est pas le nid de poule, c'est avant que justement ça continue de fuir. Et petit 1, donc ce repérage réseau, s'il est constaté que les réseaux sont fuirs, faut les réparer. Et le petit 2 qu'on a vu tout à l'heure, mandater un bureau de sol, donc ce qu'on appelle un BET géotechnique, pour mener des investigations qui sont aussi très simples, mais qui se font, et pour vérifier justement l'état de consistance du sol. Je voudrais revenir vers Eric parce que Eric, il y a un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le remplacement des chaudières individuelles en copropriété. Et là, on est amené parfois à les remplacer. Et en termes de sécurité, il y a certainement peut-être des dysfonctionnements qu'on va rencontrer, etc. Et qu'il va falloir prévenir aussi. Et en tout cas, à prendre certaines précautions. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, tu sais que ce sujet me tient à cœur. Je voulais juste rebondir un petit peu sur ce que disait Mathieu sur les consignes de sécurité.
Je pense qu'il y a aussi des bons réflexes à avoir hein, pour assurer de manière générale la sécurité de l'immeuble, notamment dans les immeubles où il y a du gaz. On a un gaz qui est odorisé pour pouvoir le percevoir. Et le niveau de perception de ce gaz, en fait, il apparaît lorsque le niveau de gaz est très, très, très faible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à sentir éventuellement du gaz, on est très, très, très loin d'un risque majeur, en fait, sur l'installation où on sent le gaz. Donc, il y a des bons gestes à avoir. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure, effectivement, de choses à régulièrement rappeler, il me semble important aussi de rappeler ces bons gestes. Ces bons gestes, c'est avant tout ouvrir les fenêtres. Voilà, ça, c'est la première chose. On a des niveaux de gaz, encore une fois, lorsqu'on sent le gaz qui sont très, très loin des niveaux de gaz qui peuvent engendrer des catastrophes. Donc, la première chose, c'est d'ouvrir les fenêtres, voilà, et bien sûr de fermer le gaz lorsque c'est possible. Je parlais des organes de coupure hein, tout à l'heure, des organes de coupure individuels devant le logement. Donc ça, lorsqu'on peut le faire, il faut le faire. Il faut sortir de l'immeuble et il faut surtout éviter d'utiliser tout ce qui est électrique. Donc, on va éviter l'ascenseur, on va sortir par les escaliers, on va éviter de prendre son téléphone portable pour appeler depuis l'intérieur du logement, on va aller prévenir les voisins en tapant à la porte. Voilà, on évite vraiment tout ce qui est électrique, on sort de l'immeuble et on appelle les pompiers, le 18, le 112, qui seront de toute façon mis en relation avec les services de GRDF, l'urgence sécurité gaz. Je vous redonnerai aussi, je mettrai dans la discussion le numéro de téléphone de l'urgence sécurité gaz, c'est bien de l'avoir quelque part. Donc voilà, donc c'est important d'en parler parce que ça fait partie des choses qu'on espère qu'il n'y arrivera pas, mais qui peuvent se produire. Voilà. Donc, important de rappeler les consignes. Pour revenir sur ces chaudières, c'est vrai que ces chaudières individuelles, aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur le renouvellement de ces chaudières parce qu'on encourage la rénovation énergétique, la performance, et on a des chaudières aujourd'hui qui sont très haute performance énergétique, qui sont ce qu'on a l'habitude d'appeler des chaudières à condensation. Elles permettent d'atteindre 20 à 30% d'économie d'énergie par rapport à une chaudière ancienne. Et leur principe, alors, on ne va pas rentrer dans le détail de la technologie, mais le principe est qu'il va éclairer vraiment sur les problématiques, notamment liées à la sécurité du bâti, va nous permettre de comprendre ces problématiques. La technologie, en fait, c'est de venir récupérer le plus de chaleur possible contenue dans les fumées. On brûle du gaz, on évacue des fumées, et lorsque on fait appel à des chaudières à condensation, on vient vraiment baisser un maximum la température des fumées, puisqu'on essaie justement que ces températures, elles condensent dans la chaudière. Et lorsque les chaudières condensent, donc on transforme des vapeurs d'eau en eau, eh bien on récupère encore plus d'énergie, d'où les très bons rendements de ces appareils. Et donc on a des températures de fumée qui sont plus basses et qui potentiellement vont pouvoir condenser ailleurs, condenser sur les conduits de fumée, sur les conduits de cheminée par exemple. Et donc ça, c'est vraiment il y a vraiment un certain nombre de précautions à prendre. Peut-être rappeler quelques principes hein, si ça te va. Le premier principe, c'est qu'on ne peut pas installer ce type de chaudière à condensation. On ne peut pas les installer sur des conduits qui soient maçonnés ou métalliques si ces conduits n'ont pas subi une adaptation. D'accord. Ces conduits, ils ne supporteraient pas la condensation des fumées. Alors, ce n'est pas un problème d'acidité, c'est vraiment un problème de corrosion, puisque ces fumées, elles vont potentiellement être plus humides. Et donc, on va pouvoir, si le conduit métallique n'est pas adapté, on va pouvoir avoir clairement des percements de conduits qui, derrière, vont générer des problèmes sur le fonctionnement de la chaudière, hein, des problèmes de tirage, voire même des problèmes de fumée qui pourraient aller dans des logements qui seraient au-dessus, hein, par exemple, de son appartement. Ou tout simplement avoir des dégradations, des infiltrations sur des conduits maçonnés. J'ai une petite photo que je vais vous montrer. J'en ai pas beaucoup. C'est pas pour faire peur, hein, mais c'est vraiment pour montrer ce que ça peut engendrer comme dégâts. Voilà. Donc là, on est dans le cadre de conduits de cheminée sur lequel on est sur des conduits maçonnés et sur lequel on voit que dans un premier temps, ce sont les condensations de la chaudière qui ont rendu poreux finalement l'ensemble des maçonneries. Et puis après, j'imagine que les eaux extérieures se sont également amusés
rentrer finalement dans ce conduit. Donc derrière, il peut y avoir des problèmes de structure, il peut y avoir d'autres types de problèmes. Donc il y a un certain nombre de choses à respecter. La première chose, voilà, c'est de se dire qu'on ne peut pas installer, sur un conduit existant, on ne peut pas installer une chaudière à condensation. Il y a forcément des choses à faire. Il y a un deuxième point en matière de réglementation qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on a une directive européenne éco-conception qui fixe des niveaux de performance énergétique sur un certain nombre d'appareils, électroménagers notamment, et notamment sur les chaudières. Et donc, normalement, en France et en Europe, les chaudières que l'on devrait trouver sur le marché ne devraient plus être que des chaudières à condensation. Donc, on a une dérogation, alors on l'appelle dérogation B1, mais cette dérogation permet de continuer à installer ces chaudières B1 uniquement dans le logement collectif. Donc, les copropriétés sont concernées. Voilà. Pour des immeubles, pour des conduits qui seraient soit des conduits individuels de plus de 10 mètres, soit des conduits collectifs. Donc, on a des dérogations, mais ces dérogations, elles risquent de ne pas durer. Et donc, c'est important de commencer à essayer de concevoir ces rénovations de chaudières et ces rénovations de conduits. Alors, Eric, donc il y a un certain nombre de solutions techniques qui sont préconisées pour ces changements de chaudière. Et notamment, je crois qu'il y a eu un guide ou quelque chose qui a été mis en ligne par Cegibat. Est-ce que ça s'adresse aux professionnels? Ça s'adresse plutôt aux installateurs? Ça s'adresse à qui? Alors, ça s'adresse effectivement plutôt aux professionnels, mais comme cet outil est très très simple, on a un outil diagnostique qui va permettre d'identifier quelle est la typologie du conduit et quelles solutions vont pouvoir être apportées. Donc, c'est difficile aujourd'hui de vous dire quelles seraient les solutions préconisées. Il y a énormément de solutions techniques existantes. Je vous ai présenté les deux grandes familles sur la slide que je vous partage. On a soit des chaudières qui sont raccordées à des conduits de fumée individuels, soit des chaudières qui sont raccordées à des conduits de fumée collectifs. Lorsque c'est individuel, c'est plutôt simple, puisque le copropriétaire a la main pour changer sa chaudière, pour tuber le conduit individuel. Il faut s'assurer de faire appel à un professionnel du gaz, quelqu'un qui connaît le sujet, parce qu'en fonction des hauteurs, il pourrait y avoir des problèmes de tirage. Donc, il faut que la chaudière soit adaptée au conduit, à la hauteur du conduit. Et ça, je conseille vraiment de faire appel à des professionnels de la rénovation. C'est vraiment important pour s'assurer que la chaudière fonctionne, plutôt que d'éviter d'aller acheter une chaudière en grande surface de bricolage, essayer de l'installer lorsqu'on est dans ce type d'installation. Sur les conduits collectifs, c'est plus complexe. C'est plus complexe et ça demande de mettre en œuvre un projet global pour lesquels les équipes de GRDF peuvent très concrètement accompagner ces projets. Et notamment, l'outil de diagnostic de Cegibat, lui aussi, va permettre de caractériser le conduit collectif, parce qu'il y a plusieurs typologies de conduits. Ils ont évolué au cours des 30 dernières années. Et en fonction de ce diagnostic, proposer une rénovation de ce conduit. Il y a un avantage certain à passer sur ces chaudières condensation. Le premier, je vous l'ai dit, c'est un gain énergétique. Et puis, lorsqu'on parle de sécurité, on a des chaudières qui sont aussi plus sûres, notamment sur les émissions de monoxyde de carbone, puisqu'on a des installations qui sont ce qu'on appelle des chaudières étanches. C'est-à-dire que, bien sûr, les fumées sont évacuées à l'extérieur du logement, et dans le cadre d'une chaudière étanche, on a l'air comburant qui va servir à la combustion, qui lui aussi est pris à l'extérieur du logement. Donc, on est indépendant, l'air du logement est vraiment indépendant de ce qui se passe dans la chaudière. Donc, sur ces conduits, sur ces adaptations de conduits, il est possible parfois d'installer ce qu'on appelle des terminaux ventouses, c'est-à-dire qu'on vient supprimer finalement le conduit de cheminée et on vient percer la façade pour installer une ventouse. Alors là, attention, pour les copropriétaires, il faut bien sûr l'accord de la copropriété. Ce sera plutôt
sur des façades arrière, mais c'est possible de le faire. Là encore, plutôt le faire avec des professionnels du gaz, puisqu'on vient percer le bâtiment. Derrière, il y a certainement des choses à mettre en œuvre pour continuer d'assurer l'étanchéité au niveau du percement de la façade. Et il y a des aides aussi, il y a des aides financières, ce qu'on appelle les coups de pouce C2E, qui sont des aides financières qui vont permettre de venir rénover ces conduits collectifs ou ces conduits de fumée de plus de 10 mètres. Donc, n'hésitez pas, si vous avez ce type de projet, prendre contact avec GRDF, d'aller sur le site CJBAT et le cas échéant. Je ne sais pas si Gladys, tu peux peut-être nous mettre le lien du site CJBAT si tu le trouves. Sinon, on me demande où on peut trouver ce guide. Alors, bon, peut-être que ce n'est pas public, je ne sais pas. Peut-être que sur le site de CJBAT, on aura le guide. Je vais vous mettre le lien vers l'outil diagnostic. Voilà, exactement, l'outil de diagnostic. Et on a un guide qui permet, en fonction de chacune des solutions, de trouver la bonne solution. On est en train de le mettre à jour pour cette année. Donc, pour le moment, il est plus disponible. Mais si vraiment il y avait une demande, encore une fois, j'ai donné mon adresse mail. N'hésitez pas à revenir vers moi, je vous ferai l'ancienne version. C'est Jean-Paul qui est très motivé. Donc, Jean-Paul, voilà, le mieux, c'est de prendre contact directement avec Éric Laurent à l'adresse mail qui a été communiquée tout à l'heure dans le chat, et pour ceux aussi qui sont concernés, bien sûr, par ces questions, c'est important. Donc on est bientôt à la fin, 19h23, donc je vais encore peut-être poser une petite question à Mathieu, et puis aussi un mot de conclusion pour chacun, et si vous avez un petit truc à rajouter que vous avez oublié de dire ou qu'il fallait dire, ça sera maintenant. Alors, pour Mathieu, je voulais lui demander, peut-être pour la maintenance du matériel, l'installation du matériel pour lutter contre l'incendie, qu'est-ce qu'il faut savoir en copropriété, parce que ça, c'est souvent on se retrouve avec du matériel qui est obsolète, il y a des dates de péremption, c'est comme pour tous les produits, ça marche plus, et au moment où on en a besoin, c'est terrible. Donc déjà, vous êtes dû entendre parler de ce que l'on appelle le registre de sécurité incendie. Donc, le registre de sécurité incendie est un petit cahier rouge que vous pouvez trouver facilement dans le commerce, qui vise en fait à enregistrer les opérations de maintenance qui sont réalisées sur votre matériel de sécurité incendie présent dans vos immeubles. Voilà. C'est quelque chose, ce document, qui a été imposé en 86, vous voyez, donc il n'y a pas d'effet rétroactif, vous n'avez pas obligation de l'avoir, mais c'est toujours bien de se dire, voilà, dans ma résidence, j'ai un petit cahier dans lequel est consigné l'ensemble des maintenances réalisées sur mon matériel, et il se trouve dans ce fameux document qui s'appelle registre de sécurité incendie, finalement, qui porte un visa, une maintenance réalisée, et puis une personne qui a réalisé la maintenance. Alors maintenant, en équipement de sécurité incendie, il faut faire attention parce que souvent on entend, oui, mes extincteurs, je vais les mettre dans les escaliers, je vais les mettre dans les parties. Alors, juste Mathieu, ce registre-là, qui le détient? Alors, il est quelque part physiquement dans l'immeuble, ou c'est le syndic de copropriété qui en a la responsabilité, en tout cas, de le mettre à jour? Alors, c'est le syndic de copropriété qui doit le tenir et le mettre à jour en fonction des maintenances réalisées. Donc, ce qui se passe en général, c'est que vous avez un prestataire de sécurité incendie qui va passer sur votre résidence, réaliser des contrôles et venir enregistrer ces contrôles dans ce cahier. Donc, demander ce cahier. Le mieux est qu'il soit présent sur la résidence, puisque c'est plus facile pour le prestataire de le consigner, de le renseigner. Maintenant, s'il n'est pas sur la résidence, il peut être dans un coffret mis à son attention, ou bien à un lieu qui est déterminé par affichage, on lui stipule où il doit aller renseigner ce registre. Ce qui est sûr, c'est que ce registre vous permet d'attester des maintenances réalisées sur votre patrimoine, et du coup permet, en cas d'incendie, de pouvoir le présenter au service d'intervention et de secours qui le demanderait. Voilà. Bon, maintenant, à savoir sur les équipements de sécurité incendie, on n'est pas tous dotés des mêmes moyens de protection et de secours.
Voilà, c'est-à-dire que, comme je l'expliquais en introduction, en fonction de la hauteur de votre bâtiment, vous allez avoir des équipements qui vont s'y trouver et d'autres que vous n'aurez pas. Et vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi dans ce bâtiment-ci, il y a des colonnes sèches? Pourquoi dans ce bâtiment-là, moi, j'en ai pas ou j'ai du désenfumage? Tout est lié à une hauteur de bâtiment. Ce qui est sûr, ce qu'on peut vous conseiller, c'est simplement de faire attention à des discours de prestataires qui pourraient vous vendre du matériel et surtout vous vendre ce que l'on voit, c'est des extincteurs. On va vous dire il faut des extincteurs dans les parties communes, dans vos escaliers, dans les couloirs, dans les dégagements. Non, on arrête tout. Les extincteurs, réglementairement, vous devez en avoir dans les parcs de stationnement couverts, c'est-à-dire en superstructure ou en infrastructure, et vous devez en avoir peut-être un dans la chaufferie, peut-être un dans les machineries ascenseurs, et ça s'arrête là. Clairement, ce n'est pas avec un extincteur qu'on va éteindre un feu. Par contre, vous avez des équipements qui sont un peu invisibles à l'œil nu, auxquels on ne pense pas souvent, ce sont les portes. Vous avez des portes qui permettent de compartimenter les différents espaces de votre immeuble, les portes des locaux à risque, donc des locaux poubelles, des locaux encombrants, des locaux de roues, mais aussi les trappes d'accès aux combles, les portes d'accès au parc de stationnement. Ces portes-là sont équipées de ce qu'on appelle un automatisme de type ferme-porte qui doit faire l'objet d'une vérification annuelle. Tous vos équipements en habitation doivent faire l'objet d'une vérification annuelle par un prestataire qui va réaliser ces vérifications pour vous. Maintenant, si je fais le lien avec le registre de sécurité, lorsque votre prestataire de sécurité passe sur votre site, il vous doit la position d'une étiquette de contrôle sur chaque équipement vérifié. Alors, si vous avez des blocs d'éclairage de sécurité dans les escaliers ou dans les couloirs, vous devez avoir une petite étiquette qui indique la date du contrôle, le nom de l'intervenant, de façon à ce que vous puissiez attester en effet que le contrôle est réalisé sur cet équipement. Voilà. De manière globale, qu'est-ce qu'on trouve en termes d'équipement de sécurité? Du désenfumage. Alors, le désenfumage d'un escalier, c'est une tirette qui se situe à rez-de-chaussée et tout en haut de l'escalier au dernier niveau, on va avoir une ouverture qui va permettre d'aérer la cage d'escalier. Voilà. Et qui va permettre notamment de faire évacuer les fumées et permettre l'intervention des secours. Voilà. Ce qui est important à retenir, c'est que tout équipement visible dans votre bâtiment en termes de sécurité doit être contrôlé annuellement par un prestataire que vous aurez choisi et surtout que vous aurez mis en concurrence. Mettez-les en concurrence, on vous invite à le faire. Vous en prenez 2 ou 3 de façon à ce que vous ayez des offres différentes et surtout de façon à pouvoir éviter les dérives. Voilà. Alors, on a toujours Jean-Paul qui a beaucoup de questions. Et là, il nous demande si ces contrôles-là, justement, vont être par la suite intégrés dans le carnet d'entretien. Parce qu'on a parlé du carnet d'entretien qui devait faire apparaître tous les types d'équipements de l'immeuble et la maintenance de ces équipements. Donc, pour la maintenance des équipements, c'est ce que je expliquais tout à l'heure, Voilà. c'est plutôt le registre de sécurité incendie, voilà, qui va être à côté du carnet d'entretien. À côté du carnet d'entretien. Voilà, ce sont 2 choses indépendantes. On est arrivé à la fin de notre rendez-vous. Alors, je vais vous demander à chacun de dire un petit mot, si vous avez encore quelque chose à rajouter, le mot de la fin, la conclusion, et après, si vous le voulez bien, on clôturera ce rendez-vous copro. Voilà, alors on commence, Eric, si tu veux, je te vois toi à droite, mais si, voilà, donc vas-y, dis-nous un petit mot de fin. Alors, un petit mot de fin, merci à tous pour votre attention, votre écoute. Juste, je l'ai mis dans le message, mais je ne l'ai pas dit parce que tout le monde le sait, mais je rappelle que le contrôle annuel des chaudières est obligatoire. C'est important déjà pour que le matériel fonctionne bien, qu'il soit performant, et que les assurances demanderont que ce contrôle soit bien effectué en cas de problème. On a parlé de sécurité, donc j'en profite également pour rappeler que il ne faut pas bricoler son installation de gaz, qu'il y a des spécialistes pour ça. Voilà, donc faire appel à du personnel qualifié. Je ne l'ai pas dit, mais ça allait de soi. Donc voilà. Encore merci pour votre attention. J'aurai le plaisir de reparticiper, je pense, à un rendez-vous copro
notamment sur les énergies vertes, et je vous expliquerai un petit peu plus de quoi il s'agit. Et je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt. Merci Eric. Bah oui, bien sûr qu'on va te retrouver. On y compte bien. Alors, c'est un petit mot de la fin et peut-être une précision à ajouter qu'on aurait oublié d'évoquer. Petit mot de la fin, déjà également comme Eric, merci à tous parce que d'être resté, j'ai vu que quasiment tout le monde était resté connecté tout le long, donc c'est déjà vachement bien parce que 1h30, voilà. 1h30 là sur des sujets comme ça, oui. Ça prouve qu'on a réussi à capter notre auditoire, donc bravo à tous. Mot de la fin, un peu comme Eric l'a dit, nous aussi on invite tout le monde à la vigilance. Alors après, c'est pas non plus avoir peur de tout, mais souvent, sur toutes les copropriétés, il y a des gens qui sont là depuis souvent longtemps. Et quand on commence à avoir même un épiphénomène, faut se poser la question. Voilà. C'est pas non plus le but de se dire c'est dramatique, mais les gens qui habitent souvent depuis très longtemps sur une copropriété ont quand même, ils vivent avec leur bâtiment. Donc, quand on commence à avoir certains petits désordres, faut pas se dire c'est mini, mais attendre que il vaut mieux voir tout de suite. Comme ça, d'ailleurs, si, comme je reviens toujours au sujet des réseaux, si c'est le cas, ça peut être résorbé très rapidement et peut-être que les désordres ne vont pas évoluer. Voilà. Donc, j'invite toujours, comme mes confrères, à la vigilance. Et puis, bonne soirée à tous et à bientôt. Merci, oui, c'est tout à fait ça. Il faut prendre les taureaux par les cornes, comme on dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se cacher les yeux. Dès qu'on voit qu'il y a un souci, quelque chose, il faut plutôt essayer de comprendre et de régler rapidement les problèmes parce que sinon, ça s'aggrave et ça devient alors à ce moment-là très complexe. Donc, il y a des solutions simples, non invasives et qui restent abordables, tout à fait abordables. Donc, n'ayez pas peur de vos petites fissures. Mathieu, alors on a fini ensemble tout à l'heure, mais peut-être quand même un mot de conclusion et puis on en terminera là. Bien, je vous remercie tous de votre attention et je vous remercie pour l'organisation de ce webinaire. C'était très intéressant. Les participants en valent la chandelle et ça c'est joli pour quelqu'un qui lutte contre les incendies. Tout à fait. Vous avez vu le petit mot? Ah oui. Non, et du coup, non, simplement, j'ai pas grand-chose à rajouter. Simplement, si vous posez des questions sur vos immeubles, c'est surtout peut-être lié à des travaux qui pourraient être soit conséquents, soit ne pas exister dans votre bâtiment depuis quelque temps. Il faut savoir que depuis 2015, il y aurait dû se passer des choses, notamment au niveau des locaux dans les communs. Voilà, s'il n'y a pas eu de choses faites au niveau des portes, on peut se poser des questions de l'intérêt de réaliser un diagnostic sur son bâtiment. Voilà. Simplement. Merci. Alors, donc on rappelle que bien sûr tous les contacts des uns et des autres, de vos sociétés, de vos liens vers les sites internet, de vos emails, etc., seront bien entendu transmis et communiqués à tous les inscrits et participants de ce rendez-vous. Voilà, donc je vous ai pas souhaité encore et encore la bonne année parce que j'avais eu l'occasion, moi, de le faire puisqu'on a eu l'atelier juridique déjà auparavant. Sachez que ce n'est pas fini pour cette semaine, Gladys vous l'a dit. Donc, jeudi, de 11h à 12h30, nous avons un atelier compta. C'est le premier d'une longue série. Donc, si vous avez besoin d'en savoir plus pour le contrôle des comptes, les appels de charges, toutes les dépenses qui sont programmées et les budgets qui sont mis au vote dans vos copropriétés, c'est le moment. Alors, je sais qu'on a reçu beaucoup de questions, donc on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions dès le premier atelier. Vous êtes aussi très nombreux à vous inscrire, donc j'espère que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, c'est libre, c'est ouvert, c'est gratuit. Donc faites-le sur le site. Vous allez dans l'onglet événements et vous allez dans atelier en ligne et vous trouverez cet atelier compta de ce jeudi. Voilà, donc c'est fini et je vous souhaite à tous une très très belle soirée et je vous dis à très vite dans les pages de monimmeuble.com. À bientôt à tous. À bientôt, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.